Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com Ouest France et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est Eduardo Rian-Sipel, député socialiste de Seine-et-Marne et secrétaire national chargé de la défense au Parti socialiste. Bonjour Eduardo Rian-Sipel. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. David Blanchard, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes, et Michel Urvois, rédacteur en chef, éditorialiste politique de Ouest France, sont aussi avec moi. Bonjour messieurs. Bonjour Benoît. Je vous rappelle rapidement le principe, vous avez un peu moins d'une heure pour poser vos questions sous votre vidéo ou sur les réseaux sociaux, #direct politique. On va commencer tout de suite avec un sujet très politique. Hier, Aurélie Filippetti s'est prononcée pour une primaire à gauche en vue de 2017. Elle s'est prononcée après Thierry Mandon, qui lui est secrétaire d'État et qui lui aussi veut une primaire en 2017. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, j'observe que les préliminaires ont commencé. Les primaires, elles, je ne suis pas certain qu'elles aboutissent un jour. Et quand un secrétaire d'État qui fait partie du gouvernement se prononce pour les primaires, est-ce qu'il est dans son rôle ? J'avoue que c'est incompréhensible. Le rôle d'un ministre n'est pas de s'occuper des affaires partisanes d'un parti politique. Je demande au Premier ministre de recadrer tous les membres de son gouvernement et de leur dire qu'ils n'ont pas à se mêler à des affaires des partis politiques. Ils ont du travail au sein du gouvernement. Ça a manqué, ce recadrage de M. Mandon ? En tout cas, il apparaît nécessaire aujourd'hui. Donc c'est à François Hollande lui-même de dire quelle sera la règle. Il y a un Premier ministre, c'est à lui de faire le travail avec les consignes au sein de son gouvernement. Quant au président de la République, j'ai le sentiment qu'il est très occupé avec les affaires de la France, et y compris les affaires internationales. Pourtant, le président de la République, pendant la campagne des primaires pour la précédente présidentielle, avait déclaré qu'en 2017, s'il était président sortant, il y aurait une primaire. C'était une interview aux Parisiens qu'on peut toujours lire en ligne. Ma position, elle est assez simple, c'est que dès lors que nous sommes en responsabilité, président de la République, je pense qu'une primaire dans son propre camp n'a pas de sens. Personne n'imagine un président de la République qui aille en primaire et qui soit en même temps président de la République. Je crois que ça n'a tout simplement pas de sens. Ce qui compte pour moi derrière cette affaire des primaires, c'est la candidature unique, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts. Donc il est légitime à se présenter. Je crois que ça va même de soi. Sans primaire, parce que ça perturberait la fin de son quinquennat. Non, parce que je pense qu'il est assez naturel qu'un président en place défonde son bilan et propose un projet pour l'avenir. Sauf si François Hollande décidait de ne pas être candidat. À ce moment-là, il faudrait organiser des primaires. Ce que je retiens de ces débats derrière les primaires, parce qu'en réalité, c'est une façon comme une autre de passer un message sur le fond. Le vrai message qui compte, c'est que nous avons besoin de rassembler les écologistes et les socialistes en vue d'une candidature commune pour 2017, ce qui serait la meilleure des façons de garantir notre présence au second tour et d'éviter l'éparpillement. Donc les primaires, pour moi, sont, si vous voulez, secondaires dans cette affaire, dès lors que le président décide de se représenter. Ce qui compte en revanche, c'est l'alliance Europe Écologie Les Verts, Parti socialiste, dès le premier tour de la présidentielle, pour rassembler et garantir une présence au second tour, alors que le Front National menace. Mais on voit que le président actuellement a une cote de popularité très basse, à 13 ou voire même 12% de popularité selon les sondages. Il y a même un sondage ce week-end qui disait que 73% des sympathisants de gauche ne souhaitent pas qu'il se représente. Donc est-ce qu'il y a une alternative finalement à sa candidature ? Mais moi, je ne suis pas en 2017, je suis en 2014 et bientôt en 2015. J'ai du boulot. Je n'ai pas de temps à perdre avec des petits calculs politiciens. Je laisse ça à ceux qui ne s'intéressent pas aux Français. Mais vous prenez quand même une alliance avec les Verts. Absolument. À travailler dès aujourd'hui. Ça, c'est le travail des partis politiques. Et vous pensez qu'elle est encore possible ? Ce n'est pas le travail du gouvernement. Vous pensez qu'elle est encore possible ? Ce n'est pas le travail du président. Vous pensez qu'elle est encore possible ? Évidemment. Non seulement elle est possible, comme elle est nécessaire. Il n'y a pas de raison qu'on soit alliés sur le plan local dans la très grande majorité des collectivités locales et que nous ne le soyons pas à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Que les Verts présentent un candidat. Regardez un peu les choses de manière très simple. Ils votent la majorité des textes avec nous, dont celui qui compte le plus à leurs yeux, celui sur la transition énergétique. Tous les éléments du rassemblement sont possibles. Il suffit d'avoir la bonne volonté de le chercher. Je suis sûr que Cécile Duflot a tout à fait la même vision des choses que vous. Et Cécile Duflot n'est pas seule au sein d'Europe Écologie Les Verts. Et puis, Madame Duflot, elle a aussi, je pense, le temps de la réflexion. Et nous verrons, laissant le travail se faire. En tout état de cause, ça ne doit pas être la préoccupation du gouvernement de parler des affaires des partis politiques. Alors on voit bien que l'année prochaine va être une année déterminante. Elle va être déterminante sur le plan électoral. Il y a des cantonales qui ne vont pas être faciles pour vous. Il y a des régionales qui ne sont pas faciles pour vous. Et entre les deux, il y a un congrès du Parti socialiste qui ne va pas non plus être facile. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, finalement, que se dégage de ce congrès une majorité contre l'exécutif aujourd'hui ? Il y a deux façons d'aborder le congrès des socialistes en juin 2015. Soit comme une
projection vers l'avenir, soit comme une descente aux enfers. Moi, je préfère que nous soyons dans la préparation de l'avenir, avec des débats authentiques, des débats sincères, des débats qui intéressent les Français et non pas des débats artificiels, des coups de tactique où l'on se distingue pour avoir 10 cartes au Conseil national du Parti socialiste. Si l'on fait ça, ce sera la descente aux enfers, ce sera la répétition du congrès de Rennes ou de Reims où les socialistes se sont déchirés. Oui, il y a un risque là, pour le pouvoir, que ce soit la division. tenable. Moi, je souhaite que ce soit un congrès d'orientation, de préparation de l'avenir et un congrès utile aux socialistes. Et s'il est utile aux socialistes, il sera utile aux Français. S'il échoue, ça n'est plus tenable pour Manuel Valls. Si on échoue, ça veut dire que nous n'avons pas posé de vrais débats, que nous n'avons eu que des débats artificiels, des débats tactiques, politiciens, juste pour se faire plaisir sur une tribune socialiste. Ça, c'est les recettes de la défaite assurée, c'est la défaite dans les esprits. L'orientation de la politique économique du gouvernement, c'est un débat artificiel ? Je crois que le congrès du Parti socialiste n'a pas vocation à être un moment à distribuer des bons ou des mauvais points au gouvernement. Les socialistes, ils doivent être en rapport avec la société française. Nous devons, à travers ce congrès, dire quelle société nous voulons et quelles orientations politiques nous donnons pour mobiliser la société sur la base de nos valeurs. On pourra bien entendu définir une ligne d'orientation économique, une ligne d'orientation de politique économique, et vous verrez, bien sûr, à travers ce congrès, le Parti socialiste pèsera dans les orientations du gouvernement. Ça sert à ça aussi, un congrès du Parti socialiste. On va essayer de donner quelques pistes de ce débat Eduardo Riancipel avec un pour-contre. C'est une séquence habituelle de cette émission. On va vous faire un pour-contre spécial congrès du PS. Justement, c'est Michel qui commence. Alors, pour ou contre la réduction des déficits, c'est-à-dire le 3% et les 50 milliards d'économies d'ici à 2017 ? Oui à la maîtrise des déficits, mais je n'ai pas le fétichisme des 3%. Et je suis tout à fait satisfait que le gouvernement et le président de la République aient décidé de lâcher un peu la bride sur la lutte contre les déficits pour ne pas tuer la croissance. Notre priorité, ce sont la croissance et l'emploi. S'il faut laisser 4,5% plutôt que 3% cette année parce que ça permet de tenir bon pour permettre le retour de la croissance, je suis favorable. On n'est pas dans un débat où ce serait 3% contre 10% de déficit. Nous sommes dans des échelles mesurables. Il faut de l'intelligence, de la souplesse et aucun totem sur les 3%. Il faut tendre vers les 3%, mais prendre le temps qu'il faut pour y arriver, sans quoi c'est la croissance que nous allons remettre en cause. Est-ce que vous êtes pour ou contre des nationalisations provisoires pour sauvegarder des sites industriels comme celui de Florange ? Je suis favorable à la présence de l'État dans le capital d'un certain nombre d'entreprises stratégiques. Ça ne veut pas dire nécessairement que nous sommes pour la nationalisation. Il faut que l'État pèse dans le capital des grandes entreprises et des entreprises stratégiques. Je crois que c'est la solution pour le XXIe siècle. Cela suffit pour orienter les investissements, pour orienter la stratégie économique d'un certain nombre d'acteurs économiques fondamentaux, mais nous n'avons pas nécessairement besoin de nationalisation. Pour ou contre une réforme fiscale d'ampleur qui comprendrait la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG ? Je suis toujours favorable à une réforme progressive, à une réforme plutôt de la fiscalité, mais je me méfie toujours de ces idées de fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, parce que ça peut avoir comme effet une bombe à retardement où ce sont les classes moyennes ensuite qui payent de manière fondamentale les augmentations d'impôts. Faisons les choses en intelligence. Nous sommes déjà en train de baisser les impôts d'un certain nombre de catégories. Vous savez, quand je parle à des habitants, quand je parle aux habitants de ma circonscription, question comme simple. Avant toutes les 2017, semaines, cette réforme fiscale ? Je pense que nous aurons surtout des baisses d'impôts d'ici 2017, mais pas nécessairement une réforme qui pourrait produire des augmentations d'impôts. Donc attention aux chimères de ce genre. Et je suis surtout favorable à ce que les classes moyennes ne payent plus d'impôts aujourd'hui, en tout cas qu'elles ne payent pas davantage d'impôts, pour être très précis, parce qu'il faut bien que tout le monde paye des impôts, parce qu'aujourd'hui j'ai conscience que les classes moyennes n'ont plus les moyens dans notre pays, ça devient difficile à la fin de chaque mois. Michel. Est-ce que vous êtes pour ou contre des grands projets de type Sivins ou Notre-Dame-des-Landes dès lors qu'ils ont été votés et financés ? Alors c'est une vraie question sur la légitimité ou la légalité d'un certain nombre de grands projets. Et là, vous avez évidemment des légitimités qui s'affrontent. Il y a parfois la légitimité de la rue, d'un certain nombre de segments de la société, et la légitimité, voire la légalité de ce qui a été voté. Je suis pour que les choses se fassent dans la plus grande transparence d'une part, et dans la plus grande démocratie d'autre part. Ensuite, je ne suis pas pour que la rue, avec quelques minoritaires, décide de ce que la démocratie a pu trancher à un moment donné. Est-ce que vous êtes pour ou contre la reconnaissance de l'État de Palestine ? Je suis pour qu'il y ait la paix et la sécurité
entre Palestine et Israël. Et la résolution qui sera en débat. proposée à l'Assemblée nationale Votée le 2 vise décembre. justement à sortir du conflit, à trouver une solution du conflit par en effet une proposition de reconnaissance de l'État palestinien qui garantit donc en conséquence la sécurité de l'État d'Israël. Je suis contre toute proposition déséquilibrée et je suis heureux que ce soit Elisabeth Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères, qui ait pris à bras-le-corps cette situation pour proposer une solution équilibrée qui favorise la paix. Donc vous la voterez, cette résolution, le 2 décembre. Je regarderai le texte dans le détail et si le texte est équilibré et pas déséquilibré, je le voterai. Dernier pour ou contre le maintien de Jean-Christophe Cambadélis à la tête du PS. Il est Question premier 5. secrétaire. Nous allons voir le texte qui présentera le moment venu. Chaque chose en son temps. Il est candidat à sa succession. Et aujourd'hui, le Parti socialiste doit préparer comme il faut ce congrès, encore une fois, pour qu'on ait des débats authentiques et pas des débats artificiels. Eduardo Riancipel, vous êtes secrétaire national du PS en charge des questions de défense. On va parler de l'État islamique et de la question du terrorisme. Le ministre de la Défense, d'abord Jean-Yves Le Drian, a annoncé la semaine dernière le déploiement de 6 Mirage 2000 en Jordanie, alors que pour l'instant il y a des Rafales qui sont basés essentiellement aux Émirats Arabes Unis pour lutter contre l'État islamique. Donc la France renforce son dispositif, elle se rapproche aussi géographiquement un peu du théâtre d'opération. Est-ce qu'on peut envisager une intervention terrestre à moyen ou à long terme ? Non, la France n'a pas vocation à intervenir au sol en Irak contre l'État islamique ou dit l'État islamique, c'est-à-dire Daesh, parce que la France a décidé de prendre un certain nombre de responsabilités à travers notre aviation, donc notre armée de l'air, et c'est la raison pour laquelle vous avez aujourd'hui cette décision des Mirages qui se déploient aussi en Jordanie, au-delà de nos Rafales qui sont présents aux Émirats Arabes Unis. Il s'agira davantage, je crois, pour l'armée irakienne de prendre ses responsabilités le moment venu, parce que vous savez qu'elle a été très affaiblie, notamment parce que les sunnites ont été sortis aussi bien du pouvoir, aussi bien des postes à responsabilité dans l'armée, ce qui a causé justement un certain nombre de troubles qui a permis à l'État islamique de se renforcer. Donc, ça sera à l'armée irakienne très probablement de faire ce combat au sol qui sera inévitable. Nous pourrons les y aider, y compris en armement s'il le faut le moment venu, ou en formation. Nous avons d'ores et déjà un certain nombre de cadres sur place, parce que il n'y a pas de combat qui ne se gagne pas également avec un certain nombre d'opérations au sol. Alors justement, hier on a appris la démission du secrétaire d'État américain à la Défense. Est-ce que qui lui était plutôt tenté de réduire la voilure dans cette zone? Est-ce qu'il ne faut pas y voir un signe d'une stratégie plus offensive et éventuellement donc d'intervention au sol? En tout état de cause, cela signe probablement l'idée que le président américain Barack Obama a compris que cette situation ne pouvait pas permettre un fléchissement de la part des pays de la coalition et d'abord des États-Unis. Le président Obama avait déjà raté l'occasion en juin 2013 de suivre la lucidité du président Hollande sur la question syrienne. Ayant raté cela, aujourd'hui nous nous rattrapons comme l'on peut, mais cela montre que le président Hollande avait raison à l'époque, qu'il fallait intervenir de manière légale, légitime sur le plan international en Syrie pour empêcher aujourd'hui ce drame d'avoir uniquement d'un côté le gouvernement de Bachar al-Assad, son régime, et de l'autre côté les fanatiques djihadistes de l'État islamique. On est en train de changer de tactique sur le terrain. Non, nous sommes en train d'adapter par rapport à la situation. Les frappes jusqu'à présent montrent qu'elles ont été utiles parce qu'elles endiguent l'approche et l'avancée de l'État dit islamique, de Daesh, mais il faudra une stratégie sur le long terme, ce sera un combat long. À un moment donné, il faudra un combat au sol. Les Peshmerga au nord de l'Irak, au Kurdistan, sont déjà aussi sur le terrain. Il faudra que d'autres s'y attellent, mais ce sera d'abord la responsabilité des pays locaux. Vous dites que c'est à l'Irak de faire cette intervention au sol. Vous envisagez même, vous venez de le dire dans cette émission, qu'on puisse livrer des armes à l'armée irakienne, comme on l'a fait par exemple pour les Kurdes, qui ne sont pas une armée constituée à proprement parler. Est-ce qu'une livraison d'armes est vraiment envisageable à l'avenir? Je ne serais pas défavorable à ce que la France et d'autres pays aident sur le plan militaire l'armée irakienne à avoir les moyens
de combattre précisément le groupe terroriste du État matériel islamique. pour l'armée irakienne. Tous les moyens seront bons pour les y aider, soit en formation. Il avait déjà été équipé en armement lourd par les Américains, et au final, cet armement, il est tombé dans les mains de Daesh. Vous avez tout à fait raison. Il faudra à ce moment-là s'assurer des conditions de sécurité. Pourquoi cet armement lourd est tombé entre les mains du groupe terroriste État islamique? Parce qu'il y a eu une sorte de désertion d'une partie de l'armée irakienne, notamment des sunnites, parce que le gouvernement de M. Maliki, à l'époque chiite, jusqu'à la fin du mois d'août, était très sectaire et ne rassemblait pas l'ensemble des communautés irakiennes. Donc il faut une résolution politique qui rassemble toutes les communautés d'Irak. Il faut assécher les financements qui favorisent l'État islamique et il faut des moyens militaires pour l'endiguer. Et je suis convaincu qu'il faudra aider l'armée irakienne le moment venu, lorsque nous aurons toutes les garanties, en armement, en formation, en stratégie, pour leur permettre de combattre au sol l'État islamique, qui est un groupe terroriste redoutable. Tout ça a un coût. On voit que la France intervient de plus en plus également dans de nombreux théâtres extérieurs en Afrique. Comment est-ce qu'on peut parallèlement baisser le budget de la défense, comme le souhaiterait le gouvernement? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cette baisse du budget et cette volonté d'intervention de plus en plus forte? Mais quel serait le coût si nous n'intervenions pas, si nous laissions l'État islamique ma question, prospérer? elle n'est pas là. Elle est sur le budget qu'on souhaite baisser. Mais si la France n'avait temps, pas cette volonté d'intervenir partout. Si la France n'était pas intervenue au Mali, aujourd'hui vous auriez un État terroriste au cœur du Sahel et aux portes de la Méditerranée. Si nous n'étions pas intervenus en Centrafrique, vous auriez aujourd'hui un génocide de type rwandais. Donc il est tout à l'honneur de la France de prendre des responsabilités que d'autres pays ne prennent pas. Par ailleurs, nous n'avons jamais baissé le budget de la défense, nous l'avons maintenu. Quand nous sommes arrivés aux responsabilités, en 2012, il était de 31,4 milliards d'euros. Nous avons maintenu pendant toute la durée de la loi de programmation militaire, de 2014 à 2019, un budget à 31,4 milliards d'euros tous les ans. Et la seule chose qui change, c'est effectivement, vous avez raison, les opérations extérieures qui ont dépassé le montant qu'on avait prévu cette année, par exemple, 450 millions d'euros. Elles sont aujourd'hui à la hauteur de 1,15 milliard d'euros. Mais c'est ainsi. C'est parce qu'il y a ces opérations qui ont plus que duré au-delà de ce que nous avions prévu au Mali, en Centrafrique, aujourd'hui en Irak. Et nous trouverons le moyen financier de le régler à travers la solidarité gouvernementale. Toujours en France, Europe 1 a annoncé hier qu'un projet de vente de 24 Rafales au Qatar était très avancé pour un contrat de 2,5 milliards d'euros. Alors même s'il dément, l'Émirat ferait pourtant partie des financeurs de l'État islamique. Différents rapports du département d'État américain l'ont démontré. Où en est ce projet de vente de Rafales au Qatar et est-ce qu'il doit se poursuivre dans le contexte actuel ? Oui, la négociation doit se poursuivre, elle est plutôt en bonne voie. Moi, je reste particulièrement optimiste, même si les données de cette négociation, vous comprendrez, sont tout à fait secrètes, et il le faut. Et il faut faire la part des choses, vous avez raison. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, lors de la conférence sur l'Irak qui s'est tenue à Paris, en présence du président français François Hollande et du président irakien que j'ai eu d'ailleurs la chance de rencontrer lorsqu'il était à Paris à cette occasion. Ils ont décidé d'un certain nombre de mesures et l'une d'entre elles, c'est précisément d'assécher les financements, d'arrêter le double jeu d'un certain nombre d'acteurs. Et on est certain que le Qatar ne finance pas l'État islamique aujourd'hui. En tout état de cause, ce double jeu-là ne servirait aucun des pays qui joueraient à ce jeu-là. Et donc il faut comprendre aujourd'hui que ça peut se retourner contre ses propres financeurs. Et pour le coup, il faut bien faire la part des choses. Mais cela ne remet absolument pas en question la vente des Rafales, qui me paraît très importante. Elle permettrait d'ailleurs de rééquilibrer le budget de la défense. Alors on voit bien que vendre des armes n'est pas une affaire simple. On le voit avec les Mistral, dont la vente à la Russie est suspendue. Je voulais avoir votre sentiment sur la stratégie de Poutine, parce que il y a la crise ukrainienne, avec ses avions, il vient narguer l'espace aérien de l'OTAN. Il tient des propos sur la faiblesse de l'Occident. Est-ce qu'il n'est pas en train de considérer que finalement il peut avancer, qu'il n'y aura jamais de réaction ou de réaction significative? Et est-ce que nous, les Européens, les Occidentaux, on doit aller plus loin et plus fort? Je crois qu'il ne faut pas ajouter de la tension à la tension. Il est vrai que M. Poutine respecte d'abord le rapport de force, et y compris le rapport de force politique, voire militaire, et que par conséquent, il faut parler un langage clair avec M. Poutine. Je crois que c'est ce que fait précisément le président Hollande. Il a dit dans cette affaire du Mistral
que les conditions n'étaient pas aujourd'hui réunies pour sa livraison. Pourquoi? Parce que vous avez une situation de conflit, voire de guerre, aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, sur l'est de l'Ukraine, et que par conséquent, on ne pouvait pas livrer un bateau de guerre, un porte-hélicoptère, parce que c'est de ça dont il s'agit avec le Mistral, à la Russie, tant que la situation n'est pas descendue de plusieurs crans. Donc c'est à la Russie de faire un certain nombre de gestes. Je souhaite pour ma part que les conditions soient réunies et que le moment venu, nous puissions tout simplement livrer ce bateau. Je crois que le président Hollande le décidera de toute façon, en toute autonomie, en toute souveraineté. On va revenir en France. On a découvert avec stupeur la semaine dernière que des Français faisaient partie des bourreaux de l'État islamique dans une vidéo difficilement soutenable. On entend des chercheurs comme Olivier Roy qui indiquent que chez les jeunes anti-système, aujourd'hui, le djihad a remplacé le mythe de la révolution qui est cher à la gauche. Vous en pensez quoi de cette analyse? Je trouve qu'elle est assez juste. Et Olivier Roy est l'un des meilleurs spécialistes de la question. Il faut le lire. Et il y a en effet, Olivier Roy a raison, une sorte aussi de recherche d'absolu parmi ces jeunes à travers le djihad ou à travers le fanatisme de type islamiste. Et d'ailleurs, je voudrais dire que c'est d'abord une atteinte à l'islam lui-même, qui n'a rien à voir avec ce fanatisme, qui n'a rien à voir avec ce sectarisme. Et il y a effectivement une recherche d'absolu, conjuguée avec une sorte de marginalisation ou d'une certaine fragilité psychologique, qui à un moment donné font que des jeunes se tournent vers cette idéologie fanatique. Il faut donc le prendre en considération pour prévenir, pour anticiper et aider ces jeunes qui pourraient être tentés d'aller sur le chemin de la radicalisation. Il y a un vrai travail à faire en amont, à mon sens, en comprenant comment des jeunes peuvent tomber sur le chemin de la fanatisation de type djihadiste. 1 millier d'entre eux, un peu plus, sont partis faire le djihad. Alors quelques-uns reviennent. Est-ce que vous avez des informations qui vous feraient redouter un attentat de leur part sur le sol français? Le risque est réel. La menace est loin d'être virtuelle. Vous avez en effet, vous venez de le dire, plus de 1100 Français qui sont concernés de près ou de loin par le djihad. Vous en avez 376, si ma mémoire est bonne, aujourd'hui présents en Syrie et en Irak. Vous en avez quelques-uns qui sont revenus et vous en avez d'autres qui sont en transit. Vous avez même des femmes et des mineurs. Vous avez parmi ces 376 Français sur place un certain nombre qui sont en première ligne des combats. Donc il y a un vrai sujet tout à fait nouveau que notre pays doit traiter avec lucidité, avec conscience. C'est une vraie menace nouvelle, mais parmi peut-être ces 376 Français qui sont aujourd'hui en Syrie, quand on discute avec les officiers des services de renseignement intérieurs et même des services extérieurs, ils vous disent peut-être que parmi ceux-là, il y a 50 à 80 personnes, individus qui sont vraiment dangereux. En tout état de cause, nous avons eu raison de voter une nouvelle loi pour lutter contre le terrorisme qui empêche, s'il le faut, le départ vers ces pays et qui permet aussi de contrôler leur retour. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est cette menace sont qui est nouvelle. Il y a, en tout état de cause, à peu près 80, 100 personnes, disons, parmi ces 376 qui seraient très dangereux et qui pourraient passer un jour à l'acte. Mais ça veut dire que nous devons avoir une vigilance de tous les instants. Nous avons renforcé les moyens des services de renseignement intérieur, de la DGSI. Vous allez avoir plus de 400 recrutements d'ici la fin de 2017. Nous avons mis des moyens d'interception, c'est-à-dire d'écoute, pour faciliter leur travail, de géolocalisation. Et nous avons surtout remis en place ce que l'on appelle le renseignement de proximité, le fameux renseignement territorial, un peu ce que faisaient les RG à l'époque, qui n'existe plus, pour capter ce qu'on appelle dans les services de renseignement les signaux de faible intensité, pour être capable de prévenir avant de guérir. Sur les moyens, l'UMP fait des propositions. Voilà, en proposant de renforcer encore l'arsenal législatif, avec 2 propositions de loi soumises au vote de l'Assemblée la semaine prochaine, les 3 et 4 décembre. Une qui vise à créer une commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, et la seconde qui propose de déchoir de sa nationalité française tout individu qui a porté les armes contre la France. Vous voterez ces textes? Vous en pensez quoi? Non, je ne les voterai pas pour 2 raisons. La première, c'est que sur la commission d'enquête proposée sur l'organisation de ces filières djihadistes, je pense que c'est davantage le travail des services de renseignement. Et puis si les parlementaires doivent s'y intéresser, ce qui est tout à fait légitime, nous avons la délégation parlementaire au renseignement, où l'UMP est représentée, qui permet d'avoir des informations très sensibles, voire secret défense. Je ne crois pas que ce soit le rôle d'une commission d'enquête ouverte.
et notamment parce qu'il est interdit d'avoir des commissions d'enquête sur des affaires en cours. J'ai été membre de la commission d'enquête sur les mouvements radicaux armés qui était soi-disant, en gros, la commission qui devait plus ou moins étudier les conséquences de l'affaire Mera. Et précisément, nous n'avons pas fait de commission d'enquête sur l'affaire Mera parce que c'est une affaire en cours. Donc, les informations sont limitées. Mais si l'opposition, qui doit avoir des informations, et c'est tout à fait légitime, elle peut l'avoir à travers la délégation parlementaire en renseignement, la commission d'enquête est inutile. Et sur la déchéance de nationalité, c'est plutôt une proposition non seulement inutile, voire provocatrice, qui braconne sur les terres du Front National, et ce d'autant plus que la déchéance de nationalité est déjà prévue par le Code pénal dans les cas de haute trahison ou d'attentat contre l'État français. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc on est déjà dans ces cas-là. Et surtout qu'on ne peut pas en France créer des apatrides. Vous avez vu que ce sont des Français dits de souche. Ce ne sont pas tout à fait les profils auxquels on pouvait, entre guillemets, s'attendre. Si on pensait trouver le petit maghrébin en banlieue qui va faire le djihad, eh bien nous avons vu que ce sont des profils de classe moyenne, dans la ruralité, de Français dits de souche, et expression que je n'aime pas par ailleurs. Mais il faut faire attention aux stigmatisations, aux amalgames. La réalité est bien plus complexe, et le droit et la loi doivent s'y attaquer de manière efficace, plutôt que polémique. Très rapidement, Édouard Dorian-Sipel, la loi antiterroriste, vous en avez parlé. Sur Internet, on a quand même beaucoup de questions qui nous arrivent sur cette loi, puisqu'on a une émission sur le web. La loi prévoit un blocage administratif des sites djihadistes présumés, c'est-à-dire sans décision de justice. Est-ce qu'on est toujours dans un état de droit? Mais où avez-vous ça? Est-ce que vous niez le rôle et l'existence du juge administratif, justement, puisque c'est un tribunal administratif, c'est le juge administratif qui décide sur la base des éléments fournis par le ministère de l'Intérieur, dont certains peuvent être d'ailleurs relativement secrets, et qui permettent ensuite au juge administratif, qui d'ailleurs a tout à fait l'habitude de dire non à l'État. Hein. S'il y a bien un juge qui a l'habitude de dire non à l'État, d'aller contre l'État, c'est bien le juge administratif. Donc il est plus que légitime d'avoir un juge, le tribunal administratif, qui décide d'empêcher rapidement les personnes de partir. Et je pense que le droit est quand même bien respecté, d'autant que les individus qui se verraient dans cette situation ont le droit d'aller dans une procédure dite référée, c'est-à-dire en urgence, où le juge est obligé de statuer en moins de 48 heures. Vous avez publié dans Marianne ce week-end, on change légèrement de sujet, une tribune sur la France périphérique, ces Français entre guillemets oubliés par les politiques en général et par le PS en particulier, hein, c'est vous qui l'écrivez. Alors qui sont-ils d'abord? Est-ce qu'on parle des classes moyennes? Est-ce qu'on parle des classes populaires ou de ces oubliés dont on parlait tout à l'heure qui peuvent éventuellement devenir djihadistes à moyen ou à long terme? J'ai publié en effet dans le journal Marianne au début d'octobre une tribune intitulée « La gauche doit retrouver la France ». Et cela fait écho à ce que je disais tout à l'heure au sujet du congrès du Parti socialiste. Parce que je souhaite que la gauche et les socialistes s'adressent aux Français et non pas uniquement aux socialistes entre socialistes. Mais cette France périphérique, c'est qui? Vous avez raison, en particulier à cette France qui aujourd'hui se sent oubliée, à cette France dite des invisibles, à cette France dite périphérique, qu'un certain nombre de géographes sociaux ou de essayistes décrivent, la France périurbaine, dont je suis l'élu en Seine-et-Marne, à Torcy, à Bussy-Saint-Georges, à Montévrain. Alors ce ne sont pas simplement des banlieues, ce sont plutôt les banlieues éloignées. Vous savez, ce sont ces territoires qui sont très éloignés des grandes métropoles. C'est la France des lotissements. C'est la France où il y a à la fois des classes moyennes et des classes populaires, où vous avez des Français qui sont éloignés des grands centres métropolitains, où il y a moins de services publics, moins de transports, moins d'accès à un certain nombre de services tout court, et qui ont une vie dure, vous savez. Les Français qui vivent dans la grande périphérie, dans le périurbain, ce sont des Français qui ont une vie usante, parce qu'ils prennent la voiture, parce qu'il y a moins de services sociaux, parce que c'est plus difficile de trouver une pharmacie, parce qu'il y a moins d'entreprises, parce que les entreprises sont parties, et qu'à ce moment-là, c'est difficile de se débrouiller. Et donc, il faut... C'est énorme, parce que c'est ces personnes-là qui se tournent de plus en plus vers le Front National. Vous avez raison. Le Front National progresse. Vous avez raison. Quelles sont vos réponses concrètes, justement, face au phénomène Front National, vis-à-vis de ces catégories-là? Nous devons justement permettre à cette France qui décroche de raccrocher aux dynamiques d'attractivité. Nous devons donc être sensibles, y compris aux ressources locales. Je prends un exemple. Je sais par exemple qu'en Auvergne, je crois que c'est dans le département
du Puy-de-Dôme, ils ont trouvé une solution pour faire travailler les agriculteurs locaux qui fournissent les collèges et les écoles de ce département. C'est très intéressant parce qu'on sort des grandes enseignes, on sort des grands marchés, des grands producteurs, etc. et on fait vivre l'économie locale. En Seine-et-Marne, le Conseil général fait un immense travail dans mon département pour permettre la réalisation de centres de télétravail, pour que les gens n'aient pas besoin de prendre la voiture. Je pensais l'autre jour aussi à une solution qui commence à être innovante, notamment le crowdfunding, la finance participative que nous avons favorisée aujourd'hui avec le gouvernement, qui permet justement la levée de fonds avec des acteurs particuliers qui permettent de financer des entreprises en dehors du système bancaire. Je pense aussi à un certain nombre de politiques innovantes. Je suis favorable parce qu'il faut que la France enclenche la troisième révolution industrielle, celle de l'innovation, celle de l'écologie, celle du numérique. Et je pense que nous avons la possibilité de réaménager le territoire français avec cette nouvelle économie du 21e siècle sur ces territoires aujourd'hui abandonnés. Je souhaite une nouvelle politique économique d'aménagement du territoire souple, avec un État stratège qui est attentif à ce qui se passe sur les territoires aujourd'hui abandonnés. Oui, puisque c'est aussi la France sur laquelle on a beaucoup tapé fiscalement ces dernières années. Est-ce que pour vous, c'est pas trop tard pour récupérer ces électeurs-là ? Non, il n'est jamais trop tard. Et puis, il ne faut pas avoir uniquement de stratégie électoraliste. Je pense qu'on doit aujourd'hui redonner du pouvoir d'achat aux Français. Ça peut passer en partie par des réductions et des baisses d'impôts. Mais pour revenir à la France périphérique, je propose par exemple que sur ces territoires abandonnés, sur ces territoires qui décrochent dans le périurbain ou dans les banlieues éloignées, d'avoir une politique fiscale incitative, voire une fiscalité zéro pour les entreprises qui veulent s'y implanter, notamment lorsqu'elles sont dans des domaines d'innovation et du numérique. Je pense qu'il est légitime qu'on favorise l'implantation avec une incitation fiscale quasiment proche de zéro pour permettre l'apparition de nouvelles économies, de nouvelles entreprises sur ce territoire aujourd'hui qui n'ont pas de ressources économiques. Ces propositions-là, vous allez les porter au PS, à l'Assemblée, vous allez faire une proposition de loi. Je les proposerai certainement aux socialistes et pourquoi pas au moment du Congrès. Je crois que ce sont ces débats-là que nous devons avoir et dans l'opinion publique. Je travaille profondément sur la question de la France périphérique parce qu'aujourd'hui, si on ne raccroche pas la France périphérique, si la gauche n'arrive pas à parler aux Français de la périphérie, je crains que ce soit la gauche, elle, qui devienne périphérique dans les années qui viennent. On a eu beaucoup de questions personnelles aussi sur vous avant de terminer cette émission, notamment sur votre présence médiatique. On a Yann qui vous dit, Hollande, vous êtes un nouveau visage du PS. Donc on a Yann, Ogias à dire, Laurent qui pointe votre goût prononcé pour les médias, notamment pour les chaînes de télé en continu. Il y a l'eurodéputé frondeur Emmanuel Morel qui s'est un peu moqué de vous dans le JDD ce dimanche en demandant si votre sensibilité c'était plutôt BFM ou iTélé. Alors vous répondez quoi à cette question ? Alors pour Emmanuel Morel, sachez que d'autant que c'est un ami, il m'a envoyé un texto hier pour s'excuser et pour m'inviter à boire un très bon café dans les prochains jours. Aucun malaise, ça fait partie un petit peu de cette bonne guerre. Peut-être que c'est les médias qui ont un goût à m'inviter parce que moi je ne suis pas venu ici en m'incrustant, que je sache. Ah non, vous invitez, je le confirme. Sans qu'il y ait des appels de mes équipes pour forcer la main. Non, je crois que d'abord j'ai été porte-parole du Parti Socialiste et quand on est un porte-parole d'une famille politique, celle de la majorité en plus, je crois qu'il est normal qu'on aille dans les médias défendre ses positions. Aujourd'hui, je privilégie uniquement les sujets sur lesquels je travaille, les sujets de défense, les sujets stratégiques et la France périphérique bien entendu. Mais je crois qu'il ne faut pas mépriser les médias. Il ne faut pas saturer l'espace médiatique, je suis bien d'accord. Mais si on veut s'adresser aux Français, il faut passer par la médiation des médias que vous êtes. On termine l'émission comme d'habitude avec les 5 questions d'actu de la semaine. C'est Michel qui commence. C'était vendredi et on a appris donc la démission de Kader Arif, le ministre en charge de l'année mémorielle, pour des soupçons de favoritisme. C'est la troisième affaire depuis que la gauche a repris le pouvoir. Est-ce que la République exemplaire n'est pas définitivement enterrée ? Ça fait beaucoup, non ? Oui, c'est toujours beaucoup. Même s'il est présumé innocent. D'abord, c'est très regrettable qu'on soit avec une situation comme celle-là. Je veux simplement rappeler qu'il n'y a pas eu de tremblement à la tête de l'exécutif pour décider de la sortie du gouvernement de Kader Arif. Dès lors que l'affaire a été connue, sa présence était terminée au gouvernement. Non, il n'y avait pas d'éléments probants ou d'éléments clairs. Dès lors qu'ils ont été connus, c'en était terminé. Je crois que c'est ça
la République exemplaire. Je veux quand même rappeler que nous avons voté, c'est vrai, à la suite de l'affaire Cahuzac, nous avons voté une loi sur les conflits d'intérêts et sur la transparence de la vie politique. C'est grâce à notre loi que l'affaire Thévenoud a pu sortir au grand jour. Certes, elle fait des dégâts dévastateurs. On ne parle que de ça en circonscription. Il faut quand même le reconnaître. C'est violent pour les Français. C'est incompréhensible. Mais nous avons juste une seule chose qui est à notre avantage, parce que c'est grâce à notre loi que l'affaire Thévenoud a pu être connue, parce que nous avons mis en place une haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui, elle, a les moyens de faire les investigations. Mais je pense maintenant que la République doit se protéger et doit être capable de voir ces choses-là bien plus en amont. Je propose par exemple, et je souhaite qu'à l'avenir, pour tous les candidats aux élections, je dis bien pour tous les candidats aux élections, qu'on demande un quitus fiscal pour, non pas la feuille d'impôt, mais un quitus fiscal qui démontre qu'on est en règle avec la République, vous savez, pour une seule raison. Parce que quand on a vocation à appliquer les règles de la République, il faut qu'on soit nous-mêmes en règle avec la République. La transparence de la vie publique, on va en parler, David. Voilà, avec les photos de Julie Gaillet qui ont été publiées par Voici vendredi, est-ce qu'il ne serait pas plus simple, pour sortir un peu de cette séquence des magazines People, que François Hollande officialise sa relation avec cette actrice? Ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis comme je le pense. Alors une autre question qui va peut-être un peu plus vous intéresser, Valérie Trierweiler a quant à elle enchaîné les scoops ce week-end à Londres, à la BBC, au Times ou en Italie à la Repubblica. Elle est en pleine promo pour son livre à l'étranger. Est-ce que vous comprenez d'abord son succès en France commercial et puis cette façon de l'accueillir dans les médias étrangers? Ça ne m'intéresse pas davantage. En revanche, je prends très au sérieux les effets de ce que dit Madame Trierweiler sur le président de la République. Il ne faut pas les sous-estimer. Il faut les prendre au sérieux parce que donc, les effets, effets, un vrai sujet politique sont derrière. sérieux. Je crois que la seule solution, et je souhaite de ce point de vue-là, que le président de la République raconte aussi lui-même sa propre histoire. C'est peut-être en raison de l'absence et du déficit. C'est en raison d'un déficit d'un récit personnel du président lui-même sur ce qu'il est, sur son parcours, sur son histoire, sur son vécu depuis qu'il est né. On ne le connaît pas assez, notre président. Et je pense que si les Français vont acheter le bouquin de Madame Trierweiler, je crois que tout le monde l'a compris qui elle était et comment elle faisait et ce qu'elle avait à peu près en tête, ce n'est pas le sujet. Mais s'ils vont se ruer aux librairies pour acheter son livre, c'est parce qu'ils veulent essayer de comprendre qui est François Hollande. Je souhaite en conséquence, tout en respectant sa pudeur naturelle, tout en respectant sa vie privée, que le président de la République, que M. François Hollande se raconte un peu aux Français. Un livre. À lui de décider, mais je pense qu'il ne doit pas avoir peur de se raconter aux Français, de raconter son histoire, de raconter son parcours, bref, d'incarner quelque chose qui manque aujourd'hui pour les Français. Il l'a fait pendant l'élection, mais ça s'est arrêté après l'élection. Si vous vous rappelez, y compris des films de campagne, où nous avions un très beau récit de François Hollande. Je me rappelle d'un François Hollande qui disait qu'il n'avait jamais rien gagné, qu'on ne lui avait jamais rien donné, que tout ce qu'il avait gagné, au contraire, il avait conquis contre la droite. Il parlait de sa mère, il parlait de son père, il parlait de son rapport à la France. Je pense que c'est cela que les Français ont besoin de connaître. Et vous verrez, si le président de la République, François Hollande, se raconte un peu, en respectant l'intimité et la pudeur, je pense que les Français cesseront d'aller voir ailleurs quelle est son histoire et s'en tiendront simplement à son propre récit. Alors pour sortir de cette séquence-là, on va parler écotaxe. Ségolène Royal a dit qu'elle n'était pas enterrée. On a un peu de mal à suivre la communication de la ministre de l'Environnement sur ce sujet-là. On verra. Laissons la ministre de l'Écologie travailler. Je crois qu'elle a très bien mené jusqu'à présent son portefeuille à l'écologie et tout particulièrement cette bombe de l'écotaxe que nous avons quand même hérité de l'UMP et de la droite qui avait manifestement très mal géré le dossier. Elle a réussi une belle étape en faisant une proposition pour sortir de cette crise. Elle a l'air de satisfaire tous les acteurs. Je verrai pour la suite ce qu'elle propose. Vous-même, vous êtes favorable au maintien de l'écotaxe? Il y a des régions qui la réclament, comme Je souhaite que nous puissions avoir une fiscalité écologique intelligente, qui ne soit pas punitive, mais qui soit incitative à faire la nouvelle révolution écologique et la transition énergétique. Mais je laisse le soin à la ministre Ségolène Royal de faire des propositions. Je me déterminerai à partir de ces propositions. Cet après-midi va être voté à l'Assemblée nationale la réforme territoriale, la nouvelle carte et le calendrier électoral. On va éloigner les régions en les agrandissant du citoyen, on garde les départements. Est-ce que ce n'est pas une réforme un peu ratée? Ah non, je crois que c'est une réforme
qui est réussie. Elle serait plus réussie si l'opposition aussi élevait un peu le niveau de jeu et qui ne faisait pas simplement de la polémique politicienne. De quoi s'agit-il? Il s'agit de donner de la force à un certain nombre de métropoles et il s'agit de donner de la force à des régions pour qu'elles aient plus de capacités, notamment pour enclencher un développement économique sur un territoire plus pertinent. Et c'est ça aujourd'hui la nouvelle carte des régions de France. Nous verrons ensuite avec les compétences dans les collectivités territoriales. Ce que je souhaite, c'est que nous ayons de la clarté pour les Français, que nous ayons de l'efficacité dans le découpage des collectivités territoriales et qu'on ait surtout un chef de file sur chacun des projets. Parce qu'on ne peut pas voir à chaque fois 3 ou 4 acteurs sur un même sujet. Donc c'est ce que je souhaite de cette loi. Je crois que nous avons jusqu'à présent réussi, de la force, de l'efficacité. Bref, nous sommes en train de préparer tout simplement la France du XXIe siècle. Merci Édouard Dorian-Sipel d'être venu sur notre plateau répondre aux questions des rédactions et aux questions des internautes. Merci messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et d'ici là, restez connectés.